Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce mardi 19 janvier. Avant la visite d'État en Arabie Saoudite prévue pour aujourd'hui, le président chinois Xi Jinping a publié un article dans les médias saoudiens disant que les deux nations doivent augmenter le volume de leur commerce bilatéral. Il appelle aussi à l'établissement d'une communauté sino-saoudienne de l'énergie et à l'intensification de la coopération pragmatique dans des domaines comme les infrastructures, les investissements et les hautes technologies. Il dit que la Chine salue l'adhésion de l'Arabie Saoudite à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures en tant que membre fondateur et au pourparlers en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange Chine-Golfe. Il dit que la Chine est désireuse de travailler avec l'Arabie Saoudite à la promotion de la stabilité régionale et à l'interconnectivité à travers l'initiative Une ceinture, une route. Le président chinois Xi souhaite également voir accroître les échanges de personnel à tous les niveaux et encourage les Saoudiens à visiter la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a organisé une conférence de presse sur la visite prochaine du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran. Le vice-ministre des Affaires étrangères Zhang Ming a déclaré que la visite du président Xi au Moyen-Orient revêtait une grande signification, alors que la Chine cherche à renforcer l'engagement constructif avec la région. Il a déclaré que l'Arabie Saoudite était le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest, et que la Chine constituait le second partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Le président Xi rencontrera le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et participera à la signature d'importants accords de coopération. Le président Xi se rendra ensuite en Égypte, alors que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays. Xi Jinping est le premier président chinois à se rendre dans le pays en 12 ans. Il rencontrera le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que le premier ministre et d'autres membres du cabinet. Lors de sa dernière étape, le président Xi se rendra en Iran et s'entretiendra avec son homologue Hassan Rouhani en vue de planifier le développement futur des relations bilatérales. Quelle est la position de la Chine sur les conflits actuels au Moyen-Orient et quelle est sa vision des relations sino-arabes? Élément de réponse dans ce reportage. Mercredi, la Chine a publié son premier document sur la politique arabe qui souligne sa vision officielle sur les relations sino-arabes. Selon la formule de la Chine 1 + 2 + 3, la coopération énergétique sera le cœur de la relation. La construction de l'infrastructure et la facilitation du commerce et de l'investissement seront les ailes soutenant ce cœur, tandis que le nombre 3 se réfère aux 3 progrès, une liste de souhaits pour la coopération future dans l'énergie nucléaire, les énergies nouvelles et propres et l'aérospatiale. Cependant, les conflits en cours et les disputes menacent la stabilité du monde arabe et la menace du terrorisme affecte le sentiment global. Voici 2 choses que la Chine n'a jamais fait et qu'elle ne fera jamais. La première, c'est une intervention militaire. La deuxième, c'est le soutien à l'un ou l'autre des côtés. La Chine essaie de garder de bonnes relations avec tous les pays au Moyen-Orient et fait des efforts pour mettre fin au conflit et arriver à des accords de paix. Du côté des questions plus générales, la Chine promet des négociations complètes sur un accord de libre-échange avec le Conseil de coopération du Golfe et propose de travailler sur des questions liées à la sécurité et au partage des renseignements. Lors de la prochaine visite du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite, les deux pays s'attendent à la signature d'une série d'accords liés à la coopération sous l'initiative d'une ceinture, une route, des technologies spatiales et d'aviation et du secteur énergétique nucléaire. La visite est saluée par de nombreuses entreprises saoudiennes qui souhaitent approfondir leur partenariat avec la Chine. La société Saudi Arabia Basic Industries Corporation, ou SABIC, basée en Arabie Saoudite, est l'un des plus grands producteurs pétrochimiques du monde et la plus importante entreprise publique d'Arabie Saoudite. L'entreprise attache une grande valeur aux 30 années de relations commerciales avec la Chine et possède 18 joint ventures sur la partie continentale chinoise. Dans l'intervalle, le PDG de SABIC pense que les relations entre son entreprise et la Chine se renforceront comme jamais. La Chine a toujours été l'un des plus importants marchés pour nous.
Nous ne faisons pas que vendre des produits en Chine, nous essayons également de transformer cela en importante usine. C'est une stratégie très importante pour nous qui reflète la force de notre entreprise à renforcer la coopération avec la Chine. Le PDG de SABIC attend beaucoup de la visite du président chinois de cette semaine et pense que l'Arabie Saoudite a beaucoup à apprendre de la Chine, en particulier en termes de transformation économique. Le PDG déclare que la délégation chinoise de haut rang envoyée à Riyad pour la visite d'État montre l'engagement de la Chine à construire des liens étroits. Nous sommes très heureux de savoir que des hauts représentants du ministère du Commerce et de la Commission nationale du développement et de la réforme feront partie de la délégation. Ils renforceront la coopération entre la Chine et l'Arabie Saoudite dans de nombreux domaines. La Chine et l'Arabie Saoudite ont développé une relation stable et une relation mutuellement bénéfique. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, tels que les infrastructures et les services de main-d'œuvre. Comme SABIC, de nombreuses entreprises saoudiennes cherchent à forger des liens commerciaux étroits avec la Chine. Aucun doute concernant l'aide du président chinois lors de sa visite officielle. L'Iran fut un centre majeur du transport et du commerce de l'ancienne route de la soie. Les siècles ont certes passé, mais le pays a conservé cette position dans les routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie. Notre correspondant a visité le deuxième plus grand fabricant d'automobiles de l'Iran. La collaboration avec la Chine dans ce domaine peut être soulignée. L'industrie automobile est en Iran considérée comme celle ayant le potentiel le plus vaste. Sa production représente 10% du PIB, à en croire les données communiquées par l'Organisation internationale de fabricants de véhicules motorisés. L'Iran a produit en 2014 1 100 000 voitures, soit une augmentation de 46% en glissement annuel. En raison des sanctions économiques et de droits de douane élevés, le développement de ce secteur a été difficile. Devant l'explosion du marché, de nombreuses entreprises étrangères se préparent depuis longtemps. Les fabricants chinois d'automobiles sont arrivés en Iran en 2002. Depuis, ils ont réussi à s'imposer. Ces dernières années, des projets de coopération ont été signés entre le constructeur chinois Briance et le groupe iranien Saipa. Au Moyen-Orient, l'Iran est une plateforme importante pour le groupe Briance. Nous suivons le principe selon lequel on fait d'abord du commerce, puis on investit dans les marchés étrangers. Depuis de nombreuses années, nous développons nos activités commerciales avec le groupe Saipa. La transition d'investissement a débuté en 2013. Il a fallu moins de 2 ans pour construire les lignes de production. Le groupe Saipa est le second constructeur automobile iranien. Il se partage 90% des parts de marché nationales avec un autre géant, Iran Khodro. Les 2 lignes de production ont été ouvertes en mai. Briance assure la fourniture des pièces automobiles ainsi qu'un soutien technique. De son côté, Saipa assure l'assemblage du véhicule. Briance s'inspire des éléments de design de BMW. Ils permettent de meilleurs résultats et ont un coût plus rationnel. Le groupe Saipa est responsable de la vente et de la maintenance. Le service après-vente de Saipa est réputé. C'est pourquoi ces voitures sont très populaires en Iran. Ce genre de coopération encourage également la modernisation et le développement de l'économie locale. C'est tout simplement bon pour les consommateurs. Les berlines chinoises ont acquis une solide réputation en raison de leur bonne performance. L'Iran étudie la mise en place d'incitations visant à accueillir des capitaux étrangers dans l'industrie automobile. En Iran et dans les pays voisins, la demande automobile est grande. Notre gouvernement souhaite une production locale. Nous travaillons donc avec Briance et pas seulement sur les lignes de production. Nous avons aussi besoin d'outils de production au niveau local, plutôt que de miser sur des instruments issus de l'étranger. J'espère que Briance investisse directement dans nos usines locales. Nous souhaitons aussi étendre nos activités au sein du marché du Moyen-Orient. L'initiative Une ceinture et une route offre une plateforme à tous les types d'acteurs se trouvant sur cette route. Le projet de la coopération Saipa et d'autres entreprises iraniennes en est le fer de lance. L'optimisme est de rigueur et on estime que l'initiative chinoise apportera d'autres effets positifs. Alors que l'Union européenne et les États-Unis ont annoncé leur plan de lever les sanctions contre l'Iran, ce dernier prévoit de revenir une nouvelle fois devant la communauté internationale. Les spécialistes du Moyen-Orient estiment que le retour de l'Iran aura également un impact sur la région.
Dans une Syrie déchirée par la guerre, un article paru dans le quotidien Al-Watan annonce que le retour de l'Iran dans la communauté internationale indique une nouvelle ère pour le Moyen-Orient et qui amènera la prospérité à l'Iran. Les partis d'opposition syriens ont également suivi étroitement la levée des sanctions sur l'Iran. Tarek Ahmed du parti nationaliste syrien indique que l'implication de l'Iran sera d'une grande aide pour trouver une solution au conflit syrien. La levée des sanctions sur l'Iran est positive. Cela atténue les tensions entre l'Iran, les États-Unis et les pays européens. Et cela repoussera ceux qui veulent attiser les tensions dans notre région et permettra de ramener toutes les parties à la table des négociations et résoudre ainsi les tensions. Nous pouvons trouver des solutions si nous nous asseyons tous à la table des négociations. Pour l'Irak, la levée des sanctions économiques sur l'Iran autorisera l'Iran à jouer un rôle positif dans la lutte du combat du gouvernement irakien contre le terrorisme. L'Iran va aider à réunir tous les efforts antiterroristes qui seront la clé à la situation sécuritaire en Irak. Cependant, certains experts estiment que la rapide croissance économique de l'Iran aboutira à un renforcement du pays à majorité chiite, ce qui, à l'avenir, pourrait amplifier le combat entre les pays chiites et sunnites. L'Iran sera désormais également capable d'exporter davantage de pétrole à l'avenir, permettant ainsi une baisse des prix. Ce qui ne fera pas l'affaire des pays du Golfe qui dépendent fortement des exportations de pétrole. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a déclaré que l'Union européenne discutera cette semaine pour décider d'imposer ou non de nouvelles sanctions contre l'Iran suite au récent test de missiles balistiques. L'accord concerne le nucléaire et là, il est question de missiles balistiques, ce qui est très différent. L'Union européenne a déjà pris des sanctions par le passé et donc nous devons comparer entre le système américain et le système européen afin de nous ajuster pour voir si de nouvelles sanctions doivent être prises ou non. Cela devrait être mis en place cette semaine, je pense. Laurent Fabius a précisé qu'il se rendrait mardi à Riyad afin de rencontrer le roi Salman ainsi que d'autres hauts responsables saoudiens. Il a ajouté que la France souhaitait enrayer l'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Fabius a également déclaré qu'il n'était pas encore possible de confirmer si une réunion prévue par l'ONU sur la Syrie aurait bien lieu. Le chef de la diplomatie française a précisé qu'il revenait aux Nations Unies de confirmer cette réunion qui était originellement prévu pour le 25 janvier et qui visait à impliquer ensemble le gouvernement syrien et l'opposition. La crise des migrants en Europe a vu plus d'1 million de réfugiés s'enregistrer en Allemagne l'année dernière. Certains dirigeants européens s'attendent à ce que leur nombre soit encore plus élevé lors des 12 prochains mois. Mais un des visages de la crise des migrants en 2015 conseille maintenant aux réfugiés de ne pas tenter ce périple dans les conditions extrêmes qu'on retrouve en hiver. Reportage. Un entraînement de football dans la banlieue sud de Madrid. Un des entraîneurs ici a eu un parcours extraordinaire. Osama Abdulmohsen est devenu l'un des migrants les plus médiatisés de la crise de 2015 lorsqu'il a reçu un croc en jambe de la part d'une journaliste hongroise. Osama transportait son fils Zaïd qui faisait de la fièvre. Encore aujourd'hui, sa famille refuse de voir ces images. Quand je suis tombé, je me suis demandé ce qui s'était passé. J'ai regardé mon fils en me demandant ce qui avait bien pu arriver. J'étais en colère parce que c'était un mauvais accident. Mais je n'ai toujours pas vu les images. Quand vous voyez Zaïd, il me demande de faire quelque chose. C'est vraiment une mauvaise situation. Mais la situation d'Osama allait bientôt changer. La vidéo a été vue par Miguel Ángel Galán, le grand patron du Senafé, un centre de formation pour les entraîneurs de football. La famille vit dans un petit appartement du sud de Madrid. 2 ballons de football signés par les joueurs du Real de Madrid sont bien en vue. Cet accident a bien sûr changé ma vie. Nous vivons une bonne vie parce que mon enfant Zaïd va à l'école et Mohamed aussi. Je vais entraîner mon équipe et c'est très bien comme ça. C'est ce que je vais faire dans l'avenir, c'est bien. Mais tout n'a pas été facile. Sa femme et ses autres enfants ne peuvent pas encore les rejoindre en Espagne parce qu'ils n'ont toujours pas les papiers nécessaires et sont impossibles à obtenir de la part du gouvernement syrien.
Je suis en colère et j'en appelle à mon président. Ma famille ne peut pas venir ici. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais plus quoi faire. C'est très difficile pour moi et pour mon enfant. C'est tout. Bien qu'ils vivent maintenant dans un monde loin des camps de réfugiés en Turquie, les pensées d'Osama restent avec les nombreux Syriens qu'il a laissés derrière lui. Mais son message pour eux, pour l'instant, c'est de rester sur place et de ne pas affronter les conditions périlleuses de voyage en plein hiver. Osama croit aussi que la perception des choses a changé en Europe depuis qu'il a quitté la Syrie, ce qui rend le trajet encore plus périlleux. Maintenant, c'est encore plus dangereux. Où peuvent aller les réfugiés? Nous avons besoin de l'Allemagne et du sud de l'Europe. Quand ils ont fermé les frontières, cela a rendu les choses encore plus difficiles pour les réfugiés. De plus en plus de réfugiés meurent de froid, de faim. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'endroit pour dormir. C'est très très difficile. Osama apprécie sa vie qui a radicalement changé depuis septembre. Mais il se rend compte que beaucoup d'autres réfugiés font face à un avenir encore plus incertain. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. L'impact de l'affaiblissement du yuan sur le commerce extérieur chinois diminue. C'est ce que déclare le ministre chinois du commerce Gao Cheng dans une interview accordée à CCTV. Il dit aussi qu'il ne s'inquiète pas du retrait de certains capitaux étrangers en Chine, car cela ne fait qu'illustrer l'amélioration de la structure économique du pays. La récente baisse du yuan a eu un impact limité sur les importateurs du pays en raison de la mise en place d'outils contre les fluctuations du taux de change grâce aux efforts du secteur financier. La réforme du taux de change du yuan a atteint un stade qui fait que le prix est largement déterminé par le marché. Avant, quand le taux fluctuait, les traders se plaignaient. Mais depuis que le marché prend ses propres décisions, les plaintes ont cessé car les gens savent qu'ils doivent se préparer à ces fluctuations plutôt que de toujours compter sur l'indexation au dollar. Monsieur Gao dit aussi que les investissements étrangers ont augmenté de 6% en 2015, malgré le fait que les industries les plus gourmandes en emploi quittent la Chine. Les industries des services et de la manufacture high-tech ont enregistré de bonnes performances, augmentant de 17 et de 9% respectivement. Quand nous avions juste ouvert notre marché, nous avions un avantage en termes de coût du travail et ces entreprises se déplaçaient en Chine d'ailleurs. Maintenant, avec la demande interne, la hausse du coût du travail et de la compétition, il est plus difficile de réaliser des profits. En conséquence, les entreprises étrangères changent leur stratégie. Toutefois, la plupart des entreprises étrangères ont toujours des perspectives positives en Chine. Et pour ce qui est de la demande chinoise en matières premières, Monsieur Gao dit qu'elle est toujours à la hausse, malgré les pauvres performances du volume commercial total. La baisse des prix du pétrole et des matières premières fait gagner au pays 188 milliards de dollars et aide à faire baisser le coût de la vie en Chine. Selon les dernières données du Bureau national chinois des statistiques, les prix de l'immobilier dans les grandes villes de la Chine ont augmenté en décembre dernier. 39 des 70 plus grandes villes ont vu les prix des nouveaux logements s'élever par rapport au niveau de novembre. Les prix dans les villes de deuxième et troisième niveau restent cependant stables, avec 27 villes connaissant une baisse des prix. Sur une base annuelle, les prix des logements ont connu une hausse moyenne de 7,7% en décembre par rapport aux 6,5% en novembre. Selon les analystes, des mesures favorables telles que la hausse des taux d'intérêt et la réduction des versements d'acompte ont stimulé la hausse du marché. Le gouvernement chinois a encouragé l'accélération de la rotation des logements et les analystes prévoient que de nouvelles mesures seront prochainement lancées. Les prix des logements des villes de premier rang sont repartis à la hausse. Découvrons si cette tendance va se poursuivre cette année ou si elle n'est que passagère. La forte demande est le moteur de la reprise du marché immobilier dans les villes de premier rang. Malgré la récente hausse des prix,
Les habitants de Beijing estiment que les prix des logements vont continuer à augmenter. Je ne suis pas sûre pour la Chine dans son ensemble, mais je pense que les prix vont continuer à monter à Beijing, car les gens de tous les pays viennent s'installer à Beijing. Maintenant que la Chine assouplit sa politique de résidence, le Hukou, je pense que Beijing va attirer un plus grand nombre de gens. Je pense donc que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter à Beijing, en particulier dans le centre. Je pense que la demande est toujours plus forte pour l'immobilier. Plus vous achetez tôt, plus la marge d'appréciation des prix est grande. Je vais probablement acheter d'ici 2 ans. Mais pour les analystes, le secteur immobilier va subir de nombreux vents contraires en 2016, en particulier dans les villes de rang inférieur où l'offre est excédentaire. Le volume des transactions devrait légèrement diminuer en raison du décalage entre l'offre et la demande, ainsi que des chiffres élevés enregistrés en 2015. Nous pensons que le volume de transactions total pourrait diminuer de 0 à 5% sur l'année. Ceci car la reprise n'est pas généralisée. Elle est concentrée dans les villes de premier et deuxième rang. Mais dans les villes de premier rang, l'offre pourrait également décliner. En plus de la demande interne, les investissements étrangers dans le marché immobilier chinois restent forts. La Chine est la 3e destination des investissements immobiliers dans la région Asie-Pacifique, derrière le Japon et l'Australie. Et les investisseurs étrangers devraient se concentrer sur les villes de premier rang. L'argent qui arrive en Chine est très différent de ce qu'il était par le passé. Traditionnellement, les gens qui venaient en Chine exigeaient des retours sur investissement élevés, des risques élevés. Donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les capitaux venant en Chine par le passé. Mais nous nous attendons à voir beaucoup d'investisseurs et notamment des investisseurs institutionnels venir en Chine mais se concentrer sur les villes de premier rang. Et d'ajouter que les restrictions du gouvernement ont pesé sur la demande dans les villes de premier rang. L'assouplissement des politiques immobilières pourra donc soutenir cette demande, car en raison de la volatilité des marchés boursiers et du peu d'options d'investissement disponibles, l'immobilier reste un placement de choix. Et direction le nord du pays, le festival mongol traditionnel Naadam a commencé. Courses de chevaux, de chameaux et même concours de potée de chameaux sont les principales attractions. Voyons cela tout de suite. Locaux et touristes bravent des températures de moins de 20 degrés Celsius pour profiter de la Winter Naadam Fair. Les courses de chevaux et de chameaux sont le clou du spectacle, avec des participants se disputant le 4000, 8000 et 10 000 mètres, et même le relais 4 x 2000 mètres. 140 chevaux y participent. Les visiteurs et les bergers aiment ces jeux malgré le froid. Mais les chameaux ne font pas que des courses, ils ont leur propre concours de beauté également. Et n'oublions pas les locaux. Ils participent, eux, à des compétitions de football, de tir à l'arc et de catch. Il y a un marathon aussi, ainsi qu'une compétition de ski. Le festival Naadam est célébré tous les ans en hiver et il dure 1 mois. Il est fêté pour célébrer les récoltes et prier pour la bonne fortune. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Afrique Info.